Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Choupex. Désolé, il n'y a pas eu de critique pour le chapitre 1099 et il n'y a pas eu de réaction live pour ce chapitre 1100. Mais en fait, je suis complètement Covided. Et c'était impossible en fait. J'étais tout simplement pas du tout apte à vous le faire. Néanmoins, une petite critique. Voilà, ça va un peu mieux là. Donc, petite critique pour le 1100. Chapitre assez sympa dans son ensemble. On va voir un peu tout ce qui s'est passé réellement comme affaire entre le gouvernement mondial, Kuma, Vegapunk et en quelque sorte Bonnie sans qu'elle le sache pour la sauver, pour qu'il devienne Shichibukai, etc. C'est un chapitre moi qui m'a encore... Alors moi j'aime pas Vegapunk, vous le savez, néanmoins je trouve que dans ce chapitre il a pris... Alors, il y a Kizaru aussi qui fait preuve de respect en levant son chapeau pour les choix et les décisions de Kuma de donner sa vie pour sa fille. Mais j'ai bien aimé, pour une fois, j'avais l'impression de voir quelqu'un de bien en Vegapunk qui disait, qui ose hausser le ton face à Saturne. Alors, il n'est pas en présentiel, mais... Saturne est au bout de l'escargophone et Vegapunk ose quand même lui dire mais tu te rends compte, tu vas le tuer, enfin ça, tu vas faire de lui un robot, machin. Et en fait le problème c'est que Vegapunk, j'ai l'impression, est un génie complètement con. C'est-à-dire que il dit oui, je peux soigner. Enfin, en fait, pardon. En fait tout le long du chapitre, je me suis dit mais en fait c'est confirmé quoi. Vegapunk est super con en fait. Il a beau être super intelligent, machin, bidule, il est super con. On le voit par exemple quand Kizaru lui dit mais attends, t'es parti de Punk Hazard et t'as pas vérifié ton nouveau labo? T'as commencé à faire du bise avec Kuma, à faire des trucs mes couilles, t'as pas vérifié ton labo? Mais imaginez 2 secondes. Parce que moi je me suis dit que Kuma lui dise, ou je sais pas, que Kuma, ou qu'il y ait une discussion dans ce labo par rapport à la position des révolutionnaires. Vous vous rendez compte du danger qu'est Vegapunk? En fait, je me suis dit, mais à tout moment, si c'est parce que déjà là, c'est que Kuma en soi, c'est qu'un boucanier qui connaît une partie de l'histoire, mais qui est un homme dangereux, qui est puissant et tout. Mais l'armée révolutionnaire, imaginez, on l'a vu au début d'Egghead. Que Vegapunk des fois contacte l'armée révolutionnaire et Dragon. Imaginez si ça avait été le cas et qu'il y avait eu un échange de position ou j'en sais rien. En fait, et ça m'a vraiment saoulé en fait. En fait Vegapunk, j'arrive pas à le blairer quoi. Je me rends compte que j'arrive pas à le blairer. Néanmoins, je suis très touché par Kizaru dans le chapitre déjà. J'adore son style un peu mafioso avec sa tenue, sa petite cravate, son petit chapeau. Je trouve qu'il a un style incroyable. Mais surtout, on se rend compte déjà que X-Drake fait partie de son équipage, dans le chapitre, dans l'équipage de Borsalino, ce qui est assez cool. On voit qu'il est aussi dépêché sur place pour surveiller l'échange, j'ai l'impression, surveiller Kuma. Est-ce que du coup Saturne a envoyé Kizaru, tu vois, sur place et lui a dit voilà, dans tous les cas, s'il refuse, tu t'occupes de Kuma, tu vois, on sait pas vraiment. Mais on voit du coup, on va voir qu'il est là, en tout cas pendant l'échange de Vegapunk, enfin surtout en réalité l'échange Kuma et Saturne. Et en fait, c'est ce qu'on savait déjà, quoi. Saturne va lui demander de renoncer à son libre arbitre, à son humanité, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que son opération, du coup, on peut comprendre, parce que souvenez-vous, Chabondi, quand il aide les muliers, etc., même quand il croise Riley, il dit tout simplement la prochaine fois, un truc du genre, parce que là on va de mes souvenirs, mais il dit un truc du genre, ouais, on se reverra pas, quoi, c'est la dernière fois qu'on se voit, alors qu'en réalité on le verra après, on le verra à Marineford, mais à Marineford ça sera déjà trop tard, tu vois. Il aura déjà en fait Marineford, au moment de Marineford il est opéré complètement. Donc cette opération pour perdre son libre arbitre et son humanité et le début de son armement physique et du fait d'avoir rendu son corps robotique.
Mais en fait, tout Chabondi, etc., que ce soit Thriller Bark, Chabondi, etc., c'est encore lui en fait. Et il prend des choix encore sur son. Où il est libre de les prendre. Et je trouve ça. je trouve que ça explique beaucoup de choses. Déjà, ça te fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et alors, le truc qui est fou, c'est que du coup. Comment. Enfin, pourquoi. En fait, la question que je me suis posée, c'est qui m'a un peu titillé, c'est vous vous souvenez, après l'ellipse, Kuma c'est celui qui a protégé le Sony, sauf qu'en fait, vu qu'il ne reconnaît pas Ivankov à Marineford, comme je vous dis, c'est presque certain, c'est le moment où il est déjà opéré. Et en fait, c'est quand même 2 ans après, quoi. C'est 2 ans après. Tu vois, je trouve ça fou en fait de se dire que en fait, donc ça veut dire qu'il aurait demandé à protéger le Sony de Luffy. Est-ce qu'il aurait pris conscience que Luffy et Nika déjà à cette époque, est-ce qu'il en aurait parlé? D'ailleurs, Nika, on peut en parler un petit peu, mais la case, tout simplement où on voit qu'avec le temps qui passe ensemble, Kizaru, Sentomaru, Vegapunk, Bonnie, on les voit danser la danse de Nika. J'ai trouvé ça super touchant. Parce que du coup, ça explique pourquoi Kizaru faisait des réflexions sur Luffy en disant... c'était au moment de leur combat, je me souviens plus de mot pour mot, mais en gros il dit un truc du genre donc c'est vrai, Nika s'est vraiment réveillé, enfin il est vraiment là quoi. Du coup, est-ce que Kizaru va prendre parti pour Luffy et tout? Moi, ce flashback de Kuma, j'ai l'impression quand même qu'il est là pour amener Bonnie à être Mugiwara. J'ai l'impression aussi qu'il est là pour amener le sacrifice de Kuma sur Saturne. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, ce flashback ne doit surtout pas vous faire oublier que dans le temps réel, nous sommes sur un Saturne qui a Bonnie dans les mains, qui peut la crever, et qui peut crever Luffy en fait. Il faut pas l'oublier. Kizaru est KO, Kizaru est HS, Luffy est HS, Bonnie est capturé par Saturne. Il faut pas oublier ce qui se passe en temps réel. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce flashback qui est magnifique. On va voir Bonnie et son papa passer du temps parce que Kuma, en même temps qu'il se fait robotiser, qui fait faire croire à Bonnie qu'il se fait soigner lui aussi une maladie, il va aider sur l'île avec Kizaru, avec Sentomaru, à porter des trucs, machin bidule. En fait, il doit y avoir une fin à ce flashback, tu vois, il doit y avoir une répercussion. Et pour moi, la seule répercussion plausible, sachant que déjà je ne comprends pas comment est-ce que Bonnie n'a pas vu Luffy, parce qu'en fait du coup je ne comprends pas comment une fille comme Bonnie qui a grandi avec Kuma ne le reconnaît pas. Néanmoins peut-être qu'elle l'a pas vu, mais ça j'ai plus le souvenir, mais si elle l'a vu en Gear 5, je ne comprends pas qu'elle ne réagisse pas, qu'elle ne comprenne pas que c'est Nika. Je me demande même d'ailleurs si Saturne devant elle n'a pas appelé Luffy comme ça. Ça je suis pas sûr, mais si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Mais parce que pour le coup c'est important quoi. Luffy va devenir il faut se rendre compte que Luffy pour Bonnie, en plus de tout le monde, mais pour Bonnie, avec cette histoire qu'elle a avec Nika, avec son père et tout, qui était prêtre pour Nika, il y a un vrai truc quoi. Et d'ailleurs la case où Kuma pleure et il est super heureux de sacrifier sa vie pour sa fille, il me fait penser un peu à tous ces moments où Luffy, pareil, il sourit, mais il est content d'avoir aidé les gens, d'avoir sauvé les gens, tu vois ce que je veux dire? C'était quand souvenez-vous, quand il avait battu Rob Lucci, il est KO, mais dans son fort intérieur, il est plus qu'heureux. Il y avait pareil avec, comment elle s'appelait Merde, pas Charlotte, comment elle s'appelait? Vous savez l'archère là, de l'île d'Amazon Lily? Margaret, non, c'est pas ça, Margaret One Piece. Si, c'est ça, Margaret. Où elles avaient échangé un statut et il dit ben non, je vais pas partir, sauve-les, tu vois. Et c'est le fait de. Je trouve ça vraiment beau ce parallèle entre Kuma, qui est du coup un prêtre, de Luffy, qui est son dieu, enfin bon, bref. Mais c'est plus complexe que ça, vous le savez très bien, mais voilà. Donc très touchant.
D'ailleurs, on verra que la voile de Kuma, son Jolly Roger, c'est le dessin de lui-même qu'a fait sa fille sur Agate, du coup, très touchant, très très touchant. Mais comme je vous dis, vraiment, moi, cette pose de Sentomaru, Kizaru, Bonnie, Kuma et Vegapunk, pour moi, je vois pas comment Kizaru m'a pas l'air méchant, quoi. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais pour moi, Oda ne met rien au hasard. Et tu peux pas me dire qu'il a dansé comme ça, Kizaru, sans savoir pourquoi il a dansé comme ça. Tu vas pas me dire qu'avec tout ce temps qu'ils ont passé ensemble, à manger, à rire, à s'occuper d'une enfant, à agrandir un laboratoire, à être dans la science, dans la robotique, dans tout ça, à vivre ensemble, ils ont pas appris de qui Kuma est le prêtre, ils ont pas appris des choses sur Nika, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ça a une importance. D'ailleurs, il y a aussi dans le chapitre ce moment où Vegapunk commence à parler du fait que ça serait bien s'il avait quelqu'un qui pouvait faire ses besoins, faire ci, faire ça à sa place, machin, ses satellites. Moi, vous vous rappelez mon avis sur les satellites de Vegapunk, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que ce sont des esclaves, hein, un peu, franchement, hein, c'est-à-dire que ta vie c'est ok, tu peux faire des trucs, mais t'es juste censé être à la base le système digestif de Vegapunk pour que lui ne fasse pas caca. Bon, paye ta vie, quoi. Enfin bref, ça c'est un sujet à part, mais donc voilà, est-ce qu'on peut voir ça comme un parallèle avec Oda ? Je pense pas, parce qu'Oda, finalement, en fait le truc c'est qu'Oda, si c'était Oda qui nous faisait un parallèle avec lui-même, ça n'aurait pas de sens, parce que Oda, c'est lui-même qui refuse de pas être aidé, en fait. Donc bon. Oui, est-ce que aussi Oda pouvait avoir 5 autres personnes comme lui-même, il pourrait avoir une meilleure santé et tout ? Ouais, bon. Je sais pas trop, moi je l'ai pas vu comme ça, j'en parle parce que je sais que des gens l'ont pris dans ce sens, j'avais vu ça sur Twitter quand le chapitre était sorti. Quand je venais de finir de le lire, les gens disaient ouais, c'est peut-être Oda qui... Ouais, bon, je sais pas. Donc, Bonnie a fini d'être opéré, forcément. Il va retourner, parce que Kuma a réussi à négocier ça, sur Sorbet. Je trouve d'ailleurs sur ce côté-là que Saturne est cool, parce qu'en réalité, je vois pas trop pourquoi il lui permet ce point positif, c'est-à-dire qu'en soi, il est dans une position de force où s'il veut, il lui dit bah non, ta gueule en fait, Kuma. En fait, c'est simple, soit tu fais ce que je te dis, soit Bonnie, elle devient une esclave sur Marie-Joise, et comme ton ex-femme, on la viole, on la bat comme tes parents, on la tue si elle nous fait chier, comme ton père et ta mère. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, pour le coup, j'ai pas trop compris, mais bon, peut-être que Saturne s'est dit, tu vois, dans l'échange de bons procédés, c'est bien de se mettre un peu Kuma dans le sens du poil, surtout que lui, en échange de juste qu'à vivre sur Sorbet, il lui promet de pas poser de questions et d'être en tout bien obéissant, donc bon. Je pense que Saturne, en même temps, savait très bien que Kuma tiendrait sa promesse pour sa fille, quoi. À partir du moment où il se sacrifie pour elle, je pense que Saturne a pas eu de doute sur ça. Du coup, on va la voir arriver sur Sorbet. Et en fait, bah c'est c'est cool, quoi. Elle retrouve du coup des membres de son équipage, du coup. Elle retrouve la mamie, la reine Connie. Elle retrouve son église. Et en fait, elle va être confiée à Alpha, du coup, une agent du CP8, donc du Sarfopol 8, qui va être en charge d'elle. On voit qu'elle vient avec des médecins et tout. Et en fait, elle fait vachement penser à Khalifa. Donc Alpha, Khalifa, est-ce qu'elles sont sœurs ? On va savoir, peut-être. Peut-être, en vrai. Parce qu'elles se ressemblent beaucoup, quand même. Ce côté un peu sexy dans le rôle, parce que elle est quand même sexy, quoi, Alpha, quoi. C'est un peu comme Khalifa quand on l'avait rencontré
Elle était un peu cette secrétaire sexy. Après, pareil, agent sexy, tout l'arc Agnès Lobby, c'est vraiment l'agent sexy secrète, tu vois. Tout ce stéréotype, un peu comme James Bond. James Bond, c'est l'agent sexy secret, tu vois. Genre, il n'y a aucun moment où James Bond, il était pas sexy, quoi. Le mec, il y a toujours. Mais c'est le bon dos des agents secrets, tu vois. Ils sont toujours sexe, tu vois. Sinon, c'est pas un agent secret, tu vois. Mais j'ai été très touché finalement par le mensonge de Kuma. Parce qu'en fait, quand il la laisse, elle lui parle encore de ce fameux voyage ensemble. Et souvenez-vous, je vous en ai parlé lors du 1098. Shabandi, Bonnie, quand elle prend la mer, elle a 10 ans. Et en fait, du coup, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Il n'était pas opéré à Shabandi. Donc s'ils s'étaient croisés, Bonnie et Kuma, ils auraient pu partir ensemble. Parce qu'il aurait su, elle est guérie, ma fille est guérie. Il aurait vu que sa fille est guérie. Et donc il aurait pu dire, putain, mais j'ai plus de raison de me soumettre au gouvernement mondial. Tu vois ? Et du coup, c'est trop triste. Parce que du coup, alors je pense quand même, c'est évident que... qui vont se revoir. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis persuadé que Kuma va venir se sacrifier. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on l'a vu, il était sur Marie-Joise pour refaire un bond. Après s'être fait slasher la moitié de la tête par Akainu. Ça m'étonnerait pas qu'il ait eu besoin de faire ce bond pour faire un bond direct vers Eged. Mais c'est touchant, quoi, parce qu'en fait, elle est à fond dans sa Et du coup, comment ça va évoluer ? Parce que du coup, à 10 ans, elle est sur Shabandi. On voit qu'il y avait une agente du Cypherpol 8. Est-ce qu'elle l'a battue ? Est-ce qu'elle s'est évadée ? Comment elle a eu son bateau ? Tu vois ? Il y a plein de questions qui se posent parce qu'elle arrive sur Shabandi, Bonnie, elle est guérie, elle est connue comme Supernova, elle a son piercing, mais ça forcément, ça fait longtemps que j'en ai parlé du piercing à la place de sa maladie, bon, ça, on le sait. Donc, elle est guérie, elle a 10 ans, elle s'est évadée de Sorbet, elle s'est échappée d'Alpha. Enfin, tu vois, il y a des questions qui se posent. Comment elle a eu son bateau ? Est-ce qu'elle est partie en barque au début, tu vois ? Plein de questions se posent. Comment elle a fondé son équipage ? Il y a des questions qui se posent. Bon, forcément, Alpha, c'est Khalifa bis. Hein, souvenez-vous, Khalifa, on avait l'impression que c'était une super secrétaire pour Asbarg et tout. Bon, Alpha, c'est pareil, t'as l'impression qu'elle est là en mode ravi de te rencontrer, Bonnie. Alors que de l'autre côté, bon, elle montre un petit truc à Kuma et elle lui fait comprendre, bon, l'enfant c'est fragile, quoi. Si tu veux, je l'explose un petit pain, tu vois, un petit claquement de doigts, je l'explose ta fille. Donc Kuma, sois gentil, quoi. Et donc, voilà, on arrive sur ce moment où Kuma dit merci à Bonnie, où il dit qu'il est content qu'elle soit née. Alors, c'est assez touchant, parce qu'en fait, je pense qu'il dit ça parce que Bonnie, je suis sûr, Bonnie a donné un sens à sa vie. Sa vie, le sens de sa vie, c'est il a toujours été dans le sacrifice. Tu vois, quand je suis là, je ferme les yeux, je pense à Kuma. Kuma, c'est tristesse, horreur, sacrifice. Oui, il y a du bonheur, mais il n'est jamais durable. Regardez sa copine, l'amour de sa vie, Ginny. Il n'entendra jamais ses derniers mots. Il ne se mariera jamais avec. La fille de la femme de sa vie n'est pas sa fille biologique. C'est sa fille, mais tu m'as compris. En fait, il n'a jamais près de lui. Le bonheur ne reste pas à lui. Tu vois ? Et en fait, tout comme son fruit où il prend le malheur des autres pour le porter, sa vie c'est pareil. En fait, il porte une croix. Toute sa vie, il porte une croix. Tu vois ? Tu pourrais presque voir le chemin de croix du Christ. Tu vois ? Je sais pas comment expliquer. Alors, il faut connaître un peu le chemin de croix du Christ, mais tu vois ? C'est vraiment, il y a une symbolique autour de Kuma. Et ce merci Bonnie, je suis content que tu sois né. C'est vraiment le adieu. Tu ne le sais pas, mais adieu. Et je suis tellement heureux de consacrer et de donner ma vie pour toi, qui est en ce que tu es, en ce que tu représentes, une partie de la femme de ma vie, tu vois. Tu vois,
Je trouve ça phénoménal. Je trouve vraiment que ce flashback de Kuma, la grandeur qu'a pris Kuma, la place qu'a pris Kuma dans l'univers de One Piece, surtout après quand on va voir l'apparition, on va en parler, des Shichibukai de l'époque et tout, les îles où il est allé, on avait vu, vous savez qu'il est allé voir l'île Céleste où il y a une amie, où il a envoyé les Mugi, Héraclès, etc. Kuma, son flashback est vraiment beau, quoi. C'est moi vraiment, hein, donc voilà, donc il va partir et donc on va voir qui va devenir Shichibukai. À partir de ce moment-là, d'ailleurs très intéressant, c'est qu'en fait on apprend qu'il était Shichibukai au début du chapitre parce que Ace a pété un Shichibukai, ce qui est assez intéressant, ça explique. Bon, alors on savait déjà que Ace avait eu des invitations à être Shichibukai qu'il avait refusé, etc. Imaginez, Ace serait devenu Shichibukai, ça aurait été incroyable. Parce qu'en fait, s'il avait été intelligent, il aurait pu faire comme Law. Law, c'était un Shichibukai, mais c'était un Shichibukai parce qu'il avait besoin de son statut. Imaginez si Ace avait fait pareil. Enfin bref, du coup, très cool. Néanmoins, la gueule de Doflamingo, bordel, quand on le voit, putain. Et puis putain, les mots de Doflamingo, qui est vraiment le plus gros connard de l'univers. Le mec, on l'a vu vendre des esclaves. C'était un dragon céleste, même quand il a perdu son statut, il a continué à faire de la vente d'esclaves, à faire de la vente d'êtres humains, à faire des horreurs sur des enfants un peu Punkazar avec César Clown, à complètement foutre un pays à... Enfin bref, c'est le pire méchant, tu vois. Et c'est lui qui dit, on dirait qu'un nouveau méchant a rejoint la partie, tu vois, en parlant de Kuma, qui est un ange, Kuma, finalement, quand il pense, tu vois. Alors on revoit Mille Soul Sunday aussi, incroyable de revoir ce chara-design de Robin, avec Rocco, bien sûr. La partie, il parle du full, c'est cool, mais c'est plus du détail, je trouve. C'est bon, bah voilà, il y a des gens, il y a des idiots, ils ont repéré le bateau de Crocodile qui servait à balancer la Dice Powder. On le voit là-bas, ce bateau en plus en forme de croco, là, dégueulasse. Bon, ok, ils sont morts, quoi. Ok. Miwok qui a l'air d'avoir encore coulé des bateaux. Miwok, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression, soit il branle rien et du coup il est mystérieux, soit il coule les bateaux et il bute des gens. Miwok, c'est... Bon, alors... On voit Alvida et Kobe. Bon, Kobe à l'époque était là. Oui, Alvida, oui, il est machin, bidule, ouais. On voit Ace. Ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé dans ce dessin de Ace qu'on voit vraiment qu'il est plus jeune. Hein. On voit vraiment ce côté jeune. Ce salopard de Teach, hein, bien sûr, qui parle avec Jinbei, avec Marco. Boa. On voit Boa. En fait, on voit tout le monde, hein, faut le dire. Mais surtout on voit Mamignon. Et moi quand j'ai vu Mamignon, je me suis souvenu que la dernière fois que je l'ai vue, putain, elle était sur God Valley, quoi, en fait, hein, et que c'était une putain de rox, hein, putain. On t'oublie pas Mamignon, je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix. On voit aussi Moria. Et alors Moria, mais il est terrifiant, hein, sur ce truc, hein. C'est-à-dire que tu le vois couché là dans son lit, il est terrifiant. Il est mais terrifiant. Ah non, mais vraiment, au premier degré, il est terrifiant. Où il est là à dire, on raconte que ce type a des pattes d'ours, hein, c'est pas très flippant, ouais. Et comme par hasard, qui c'est qui veut lui dire, lui casser des noix? Bon, bah c'est Kuma à Thriller Bark, c'est assez rigolo finalement. Je pense que Oda a mis l'a mis là surtout pour faire le parallèle, hein. D'ailleurs, c'est finalement celle, la première à le croiser, qui en parle mieux et qui dit il doit être balèze s'il est devenu corsaire, tu vois. C'est Perona, quoi. D'ailleurs, ça me fait très plaisir de revoir Perona parce que moi j'adore Perona, j'adore son fruit, j'adore son chara-design. J'espère qu'on la reverra à la fin. Et bien sûr, on voit la réaction de Dragon, pensif, finalement tout comme Miwok, parce que Miwok, j'ai l'impression que lui aussi il se demande. Tu sais, il lit les news, c'est quelqu'un d'intelligent, Miwok, donc il dit ok, pourquoi pas. Mais Dragon, pour le coup, il lit les news, mais il se dit mais attends, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu fais, Kuma? Tu bosses pour le gouvernement mondial? Et en fait, c'est la réaction que va avoir Sabo et Koala, c'est-à-dire qu'ils sont en mode mais attends, mais c'est pas possible qu'ils bossent avec eux, en fait. C'est pas possible. Donc je pense que Dragon va très vite faire le lien, va très vite capter en fait que oui, Kuma bosse avec le gouvernement mondial pour sa fille. Je pense que même il a établi instinctivement le lien. Et derrière, on va voir Kuma écrire
une magnifique lettre à sa fille. On va clore ce chapitre avec tout simplement le fait qu'on apprend que Kuma a visité beaucoup d'îles, etc. Il a vécu beaucoup d'endroits. Et en fait, il a envoyé tous ces endroits intéressants par lettre à sa fille pour son voyage. Et je trouve ça hyper triste en fait, c'est que Kuma, sa vie du coup, quand il avait du temps et qu'il était pas en mission de grand corsaire, c'est se faire chasser par des chasseurs de primes, péter des pirates, machin, voguer dans la dangerosité le plus horrible, ne pas du tout pouvoir faire ce qu'il veut. Et en fait, du coup, il s'est dit, je vais rendre utile à l'agréable. Toutes les îles que je vais voir, si elles sont bien, je vais dire à ma fille, quand tu vas partir en voyage, toi, il faut que tu ailles là. Et ce chapitre se conclut avec le fait que Kuma reçoit des nouveaux ordres du gouvernement au moment où il arriverait à Fushia. Et je trouve ça fou que il soit même venu à Fushia. Alors pour moi, il n'y a aucune possibilité qu'il ait rencontré Luffy. S'il a rencontré Luffy, c'est encore plus intéressant parce que Luffy a quand même une mémoire de merde. Il y a quand même des moments où il oublie ton prénom alors qu'il t'a vu il y a 2 heures, tu vois. Donc qu'il ait oublié Kuma, sachant qu'on connaît tout sa jeunesse. Parce qu'en fait là, il est pas loin de partir. Hein. Dans la chronologie, là, il est pas loin de partir de Fushia. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas loin de partir de Fushia, Luffy. Ah, ça m'a niqué la voix. Il est pas loin de partir de Fushia, Luffy. Donc, je pense, c'est quand même très drôle que du coup Nika soit sur, enfin que l'île, la dernière île, avant qu'il reçoive ses nouvelles ordres, la dernière île qu'il va possiblement voir, c'est l'île des Moulins, c'est l'île de Fushia, c'est l'île où il y a Nika, tu vois. Et Oda, il est sacrément malin, tu vois. Parce qu'Oda, il écrit comme ça, hein, faut pas croire. Oda, il sait très bien qu'il écrit comme ça. Donc c'est assez touchant. Je me demande bien quel ordre il va recevoir. En tout cas, j'ai hâte de savoir. Je pense quand même, le flashback n'a pas l'air de se terminer. J'ai hâte de savoir comment Oda va le conclure. Et j'ai hâte de revenir dans le présent. Je suis encore une fois, les amis, désolé pour la critique du 1099 que j'ai pas pu faire. Et la réaction live du 1100. Même là, ça reste compliqué. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais je voulais faire une critique de chapitre parce que c'est quand même un chapitre vraiment très doux à lire, très sympa à voir. On revoit des têtes, on revoit Doflamingo, Dragon, Miss All Sunday, oui, Miss Wednesday, pardon. Miss All Sunday, pas du tout, ce n'est pas du tout la même. On voit Doflamingo, qui est magnifique, alors que puis à cette époque, c'était pas du tout les mêmes dessins. Hein. Donc on voit le Doflamingo d'avant, mais avec des dessins de maintenant, enfin, c'est magnifique. Et c'était vraiment très très agréable à voir comme chapitre. On continue d'apprendre l'histoire de Bonnie et Kuma, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer quand on va retourner dans le présent. Et surtout, n'oubliez pas les amis, surtout, on n'est pas on n'oublie pas hein, de s'abonner les amis. Je vous mets une vidéo juste là, mais surtout on n'oublie pas que dans le présent, Saturne est devant un Nika complètement hors service, parce que Luffy est complètement, il a plus d'énergie, que c'est pareil pour Kizaru, hein, qui est complètement en service, et que la dernière fois qu'on a vu Kuma, il faisait une téléportation depuis Marie-Joise, le crâne complètement coupé en deux par le Magman d'Akainu. Donc j'ai très très peur qu'on arrive. Moi je pense que, je le dis et je l'ai déjà dit je crois lors d'une critique il y a 2-3 chapitres, mais vraiment pour moi il n'y a aucune autre possibilité que la fin de ce flashback ce soit le sacrifice de Kuma. Ça n'a que pure logique, et surtout le sauvetage de sa fille et le fait de léguer sa fille, lui en tant que prêtre, laisser la plus belle chose qu'il a à ses yeux, la plus belle chose qu'il a dans sa vie, au Dieu qu'il a servi toute sa vie, qui lui a permis de tenir toute sa vie, Luffy, Nika. Je trouve que ça serait magnifique, ça permettrait de faire de Bonnie une magnifique nouvelle Mugiwara. Je sais qu'on a eu, pour moi, Carotte, j'aurais adoré qu'elle le soit, elle ne l'est pas devenue. Je sais que beaucoup aimaient Yamato, elle ne l'est pas devenue. Mais je suis désolé, dites-le moi hein, si vous n'êtes pas d'accord. Et pour moi, Bonnie a tout pour rentrer dans l'équipage. Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu son équipage, elle a tout perdu. Je pense qu'elle va perdre son papa, malheureusement. C'est très triste dit comme ça, mais je pense qu'elle va perdre son papa. Donc je pense qu'elle a tout à faire
sur les mers, à voyager comme elle a toujours voulu, auprès du Dieu qui a fait tout, dont son père lui a toujours parlé et qui a permis de faire tenir espoir à son père et à elle-même dans des situations très compliquées, et d'enfin être dans un endroit avec un chef en plus, Sanji, qui va lui cuisiner des bons petits plats. Et puis bon, Sanji, il connaît déjà le fils, c'est pas le ventrou et le petit bit de glouton de Bonnie qui posera problème. Les amis, en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, je vous mets une vidéo juste là. Encore désolé. Et puis voilà. Des bisous, prenez soin de vous, faites vraiment attention, parce que je vous dis, je m'attendais pas à retaper le Covid. Et franchement, c'est pas cool. Allez, prenez soin de vous. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.